Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce supplément week-end de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver pour cet épisode Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va super bien. Ça va super bien, toujours suite à l'épisode hebdomadaire où on a parlé de Remorse, les présentations d'Amazon, où on a parlé de ce qui se passe sur le plan politique, là, notamment en ayant pris comme angle d'attaque ce qui se passe autour de l'avortement. Donc ça va, on avait plein de sujets dans cet épisode hebdomadaire. C'est des sujets qui font réfléchir, en tout cas, comme on dit, et qui sont, on aimerait parler de choses plus positives. Est-ce qu'il y a des choses positives qu'on ne relaie pas assez et on fait comme les bons vieux journaux télé qu'on critiquait, ou est-ce que c'est malgré tout ce qui nécessite d'être mis en avant? Est-ce que c'est des choses qui sont globalement un peu plus tristounes? On verra. Vous allez voir qu'on a une rubrique matos où il y a des choses qui forcément sur le plan matériel sont assez toujours enthousiasmantes. On a pas mal de records qui sont cités dans cet épisode. En tout cas, si vous vouliez le cœur de l'actu-tech et ce qu'il fallait pas manquer dans l'actualité de ces derniers jours, c'est l'épisode précédent qu'il faut écouter, l'épisode hebdo. Et puis là, donc c'est un supplément week-end, un petit peu moins formel, avec quand même plein de sujets cool qu'on va vous partager. À commencer par des sujets qui tournent autour du métavers, de l'avenir peut-être, et ce qui va se passer en matière de réalité augmentée. Guillaume, dans ta veille, t'as vu passer un truc qui va tous nous aider dans les podcasts d'ActuTech, dans l'ActuTech en général. C'est une standardisation, un peu une définition de ce qu'on entend par métavers. Il a été temps, Guillaume ? Mais ça va venir, écoute, ça y est, le métavers est peut-être en train de se concrétiser. Enfin, un des métavers, je sais pas, parce que voilà, toujours est-il qu'il y a un consortium de 33 grands noms de la tech quand même, parmi lesquels Microsoft, Epic, Nvidia, Qualcomm, Adobe, Alibaba, Meta, évidemment, qui ont fondé ce qu'ils appellent le Metaverse Standard Forum. Donc, le forum, voilà, des standards du Metaverse. Le but, c'est de créer des standards ouverts pour une interopérabilité sur le Metaverse, qui va peut-être aussi, finalement, du coup, avoir une définition précise. Et oui. En tout cas, sur la page du blog, tout le monde est super excité de faire partie du forum. Même Ikea, qui, oui, lui aussi fait partie du Metaverse. Et Huawei, que pour une fois, les vigiles ont laissé rentrer. C'est assez fou. Donc, des anciens grands noms des standards ouverts sont là aussi. Le W3C, il y a le Chronos Group. D'ailleurs, le forum va pas créer les standards lui-même, en fait. Il veut avoir un rôle de coordinateur. Donc, ceux qui produisent les standards discuteront de comment les faire évoluer. Le forum est d'ailleurs à l'initiative du Chronos Group. Donc, ils veulent arriver à des consensus sur ce dont on a besoin et puis créer un petit peu les briques élémentaires, chacun construisant ce qu'il veut avec. Le premier meeting sur Zoom, si vous voulez savoir, commenceront en juillet. Donc en juillet, ça va commencer à discuter et au fur et à mesure, écoute, on vous tiendra au courant. Il y a pas mal de beaux monde dans ce forum, mais il y a aussi des grands absents. Il y a Apple, par exemple, qui est pas là, ou Niantic. Et on sait que ces deux-là ont des visions quand même qui sont bien à eux du futur de la réalité mixte ou augmentée. D'ailleurs, si Microsoft, propriétaire de Minecraft, qui est déjà un métaverse à lui tout seul, est bien présent, Roblox, dont on dit parfois qu'il en constitue un aussi, il n'est pas là. Donc à voir, en tout cas, c'est au moins intéressant de voir cette quand même grosse, en tout cas sur le papier, initiative. C'est signe d'une prise au sérieux, en tout cas par plein d'acteurs. Bon, qui n'est pas tout le monde et qui n'est pas Apple quelque part, j'arrive à me dire que c'est pas étonnant. D'autant qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui d'annoncer chez Apple sur le sujet. Quoique, Tim Cook met souvent en avant le nombre d'applications qui utilisent ARKit, là, notamment dans les dernières prises de parole qu'il a faites auprès de journalistes. Mais probablement pas suffisant pour faire partie du club. Si tu veux, il y a une news de l'escroc. J'ai une news de l'escroc Tim Cook, si tu veux. Vas-y, alors ça me donc, news de l'escroc Tim Cook. Tim Cook n'a absolument rien dit sur son prochain casque de réalité virtuelle à China Daily la semaine dernière. Il a dit « Stay tuned ». Donc voilà, restez à l'écoute et c'est tout. Donc il a strictement rien dit, mais ça n'a pas empêché la totalité des médias de la planète de le relayer, comme quoi il y a quand même vraiment une grosse attente. Ils n'ont pas intérêt à se manquer. Ça fait longtemps que c'est comme ça quelque part, parce que il dit souvent oui, je crois beaucoup dans les perspectives de la réalité augmentée. Oui, ça peut bouleverser vie. Oui, on propose beaucoup de choses. Oui, mais en fait, au bout d'un moment, il va falloir nous montrer des choses, Tim. On attend ça avec impatience. Allez, en attendant, pour faire tourner tout ce beau monde, Guillaume, il va falloir quoi ? Il va falloir de la thune. Et oui, la thune qui régit le monde et qui régit beaucoup de nos interactions. Et donc, il va falloir le portefeuille du métavers, Guillaume. Ça va être MetaPay. Mais ouais, c'était thune. Je veux dire, cette news, c'est aussi une non-news quelque part. Parce qu'en fait, le seul truc effectif, c'est que Facebook Pay, ça va s'appeler tout simplement MetaPay.
Et le reste, c'est juste du déclaratif. Encore une fois, Mark Zuckerberg imagine un futur où MetaPay sera le portefeuille universel du Metaverse. On pourra stocker dedans des actes de propriété de tous les objets et propriétés du Metaverse, voilà. Le truc virtuel, avec lequel aussi on pourra payer évidemment pour des expériences dans une foule d'univers différents, ce qui suppose effectivement une interopérabilité entre toutes les plateformes. Et je suppose que l'échange des transactions sur des biens virtuels fera partie évidemment des sujets qui seront discutés âprement sur les standards de ce métaforum là dont on vient de parler. Alors bien sûr, si tout le monde pouvait choisir celui de Meta, Marc, il trouverait ça vraiment super, tu vois. Parce que les commissions, c'est vraiment très bien. Regardez sur Oculus, 48% de commissions, et ils adorent ça. Bon, aucun début de détail technique sur comment faire. Donc non, il n'a pas parlé de NFT ni de blockchain cette fois. L'interopérabilité pourrait passer par là, mais elle pourrait aussi passer par des bases de données qui sont normales en fait, puisque en fait, s'il y a une interopérabilité, si tout le monde se comprend, les données peuvent aussi passer d'une plateforme à l'autre. Donc pour l'instant, finalement, on n'en sait rien. Il y a peut-être un dernier acteur qu'on verra bientôt dans les clubs select de discussion, de définition autour du métavers. C'est un voisin de Huawei, c'est Tencent, Guillaume. Et oui, le métavers est toujours plus à la mode, et donc personne ne veut être en retard, et certainement pas Tencent, qui est quand même la plus grosse boîte chinoise. 470 milliards de capitalisation boursière, alors évidemment ça la foutrait mal si t'es vraiment aussi gros que ça et que tu te manques. Donc Tencent embauche à tour de bras pour une nouvelle unité qui sera officiellement appelée Extended Reality, qui comptera plus de 300 personnes, ce qui est pas même pas mal puisqu'ils embauchent alors que c'est des temps de vache maigre où la norme est plutôt le dégraissage, et pour Tencent d'ailleurs comme pour les autres. Tencent ne commande pas, il ne dit rien, il ignore tout le monde souverainement et voilà, il répond à aucune question. Néanmoins, on sait que Ponima, donc son CEO, est à fond quand même sur le Metaverse, puisque déjà en 2020, il a dit que le Metaverse était le futur, et il l'avait appelé à l'époque le All Real Internet. Et j'ai aucune idée de ce qu'il entend par là, très honnêtement. C'était avant l'annonce de Mark Zuckerberg. Ouais, je crois bien qu'il était... Mais c'était le All Real Internet. Alors, est-ce que c'était vraiment la même chose Moi aussi, bien sûr que c'était ça, évidemment, il va le dire d'ailleurs. Il y a une tendance, de toute façon, c'est sûr que c'est probablement une direction vers laquelle il va falloir tourner notre regard. On continuera à le faire ensemble. En attendant, on va mettre cette rubrique du métavers, des réalités du futur comme ça de côté, et on va parler plutôt de matos. Alors c'est pas une chronique des composants, mais il y a quand même pas mal de matériel dont on va pouvoir vous parler. Alors quand on voit les notes de l'épisode dans une première lecture, Guillaume, on peut se demander si tu voulais pas nous parler aviation. Mais non, Guillaume, tu veux aller là où tu as ton savoir-faire dans les cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est marrant quand même. Écoute, en plus, Intel en a lancé des cartes graphiques, tu sais, si. Alors je sais que c'est difficile à croire, étant donné qu'elles sont à peu près aussi rares qu'une buse des neiges à Palavas-les-Flots en juillet, mais bon, ils ont sorti des cartes, les cartes ARC, voilà. Et comme personne n'en a, ils publient eux-mêmes des tests sur plein de jeux. C'est génial, je trouve, dans le comportement. Mais si on fait des cartes, pourquoi vous les mettez pas dans les tests ? Bon, on va faire le test nous-mêmes. Allez. C'est un peu ce qui s'est passé pour les ARC A770 et A730, donc qui sont compétitives avec les RTX 3060 et 3050 Ti respectivement. Donc elles sont un peu plus rapides, mais elles consomment aussi un peu plus. Du coup, voilà, ça augurait d'une architecture qui serait au même niveau en fait, plus ou moins que les cartes de Nvidia. De génération 3, sachant que la génération 4 arrive normalement. Ce qui est quand même pas trop mal pour un premier coup, et ça c'est du milieu de gamme. En entrée de gamme par contre, la A380, et oui, ne s'envole pas bien haut, n'est-ce pas ? Donc, comme son préfixe 3 l'indique, c'est de l'entrée de gamme, mais comme le 8 après le laisse supposer, c'est le haut de l'entrée de gamme. Et c'est chiant, je sais, au moins la concurrence c'est plus clair, 3050, 3060, 3070, et moi j'aime bien ça. Oui, bon, ok, il y a aussi les 1660 et les 1650, puis après il y a les 3050 Ti, puis après il y a les 1660 Super. Bon, ouais, ok, j'ai rien dit, c'est chiant partout, je suis désolé, c'est vraiment chiant partout. Mais bon, bref, ce haut d'entrée de gamme se fait quand même labourer la gueule par une 3050 dans 3D Mark, voire par une 6500 XT selon les tests. Et dans les jeux, ça a l'air un peu pire, parce que cette fois, c'est des tests indépendants qui ont été faits par des Chinois, puisque la carte est pour l'instant réservée à la Chine. Et dans les tests sur les jeux, la A380 s'est révélée en dessous d'une RX 6400. Et c'est franchement pas brillant. J'aurais compris si ça avait été du milieu ou du bas d'entrée de gamme. Mais pour du haut de bas de gamme, franchement, c'est pas foufou du tout. Et il faut vraiment que j'arrête avec les refs du flambeau. Il existe aussi d'ailleurs des A310 et des A350, qui doivent donc être de super cartes pour faire tourner le bureau Windows. Bon, ok, la A380 offre aussi du ray tracing et probablement la possibilité d'utiliser le XESS à terme, et 6 Go de VRAM. À ce niveau de perf, je sais pas si c'est vraiment super pertinent. Reste le prix. La carte est pour le moment exclusive à la Chine, donc elle coûte à peu près $150 là-bas.
Bon, le prix des cartes graphiques est en chute libre pour l'instant. Il partait de très très haut, faut dire. J'ai même vu des 6500 XT à 200 balles, neuves. Bon, après, c'est pas une très bonne carte, la 6500 XT. D'ailleurs, puisqu'on y est, oui, il va commencer à y avoir beaucoup de cartes d'occasion qui arrivent un petit peu de partout. C'est beaucoup des cartes de mineurs aussi, donc faut faire un petit peu attention parce que il est tout à fait possible qu'elles aient vécu les 3 dernières années dans de véritables chambres de torture. Et oui, parce que en fait, les cartes de mineurs, elles sont pas forcément overclockées. Enfin, ça dépend un peu de ce qu'on mine, mais en général, si tu veux, les cartes de mineurs, elles sont pas forcément overclockées, parfois même elles sont underclockées et undervoltées. Par contre, c'est sur la mémoire en fait que ça tape Ethereum. Donc il est possible que les gens qui minaient de l'Ethereum aient tendance pas forcément à overclocker leur carte, mais à overclocker leur RAM. Ce qui revient à dire que la RAM a peut-être un peu souffert. Donc faut quand même se méfier. Après, ça veut pas dire qu'une carte est forcément bonne à jeter, c'est pas ce que j'ai dit. Mais bon, il faut quand même être conscient du fait qu'il est possible que la carte ait des heures de vol derrière, quoi. Si vous en trouvez une à vraiment très bas prix sur Internet, faites quand même attention. Ouais, c'est ça peut-être le principal réflexe qu'on peut avoir dans la vente d'occasion, enfin dans l'achat d'occasion plutôt, c'est un prix qui serait complètement déconnecté quand même de ce qu'on trouve en matière de réalité du prix de l'occasion. C'est ça, il y a pas d'autre vérification possible, non? Non, mais ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas le dire. Je pense ça, qui vont vendre des cartes de minage et qui vont pas le dire. En Europe, je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Aux États-Unis, beaucoup plus. En Europe, je sais pas s'il y aura énormément de cartes de minage parce que l'électricité est plus chère dans certains pays. En France, par exemple, je pense que l'électricité était un peu chère pour faire du minage d'Ethereum. Je pense qu'il y en avait quand même, mais beaucoup moins que dans certains autres pays, tu vois. Bon, voilà, dans tous les cas, il faut le savoir, quoi. C'est la baisse des prix, c'est à la fois un petit peu les meilleures chaînes logistiques, les problèmes logistiques qui commencent à devenir un petit peu moins difficiles et clairement la fin du minage Ethereum, puisque c'est en voie de disparition, quoi, entre le passage à Ethereum 2.0 et la chute des prix et la montée des prix de l'énergie. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour que le minage chute complètement, et en particulier sur Ethereum, donc ça fait des cartes graphiques sur le marché, quoi. Ok, à suivre. Faites-nous vos petits retours si jamais vous expérimentez de l'achat de cartes de votre côté d'occasion et que vous trouvez des bonnes opportunités. On sera ravis d'en prendre connaissance. Il y a le serveur Discord qui est accessible dans les notes de l'épisode, dans lequel vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Ça peut être sympa d'avoir des petits retours. C'est assez régulièrement, je sais pas si toi ça t'est arrivé, Guillaume, mais quand on va dans des mariages, il y a des mariages qui sont sympas, tu vois, qui sont bien mesurés, puis d'autres qui sont bof, pas très intéressants, qui nous laissent pas des souvenirs impérissables. Non, je ne témoigne pas d'une expérience personnelle récente, mais en tout cas, tu as besoin d'en parler, je sens. Vas-y. Non, même pas. Mais par contre, il y a un mariage, alors sous la forme d'un rachat dont on peut parler. On en a parlé il y a pas très longtemps. C'est Broadcom qui annonçait vouloir racheter VMware. Alors, c'était pas forcément captivant sur le papier. En tout cas, c'était pas aussi sexy. Tu vois, des gros rachats, des Microsoft qui rachètent Blizzard Activision, mais là, en l'occurrence, c'était Broadcom qui rachetait VMware et en plus, il se pourrait qu'il ne les rachète pas au final. Ouais, là, c'est la mariée et surtout les amis de la mariée qui sont pas très très contents du mariage en fait. Parce que là, c'est la semaine dernière, je parlais du rachat de VMware par Broadcom et j'évoquais aussi, donc du coup, l'inquiétude des utilisateurs de ces derniers produits. Des produits VMware, vu les petites habitudes de son repreneur, et alors, peut-être que cette acquisition déjà sera plus longue à être achevée que prévu, parce qu'il se pourrait qu'à Bruxelles, on examine le dossier avec beaucoup d'attention. En fait, il y a une investigation de phase 2, voilà, comme disent les pros, qui aiment bien avoir des expressions un petit peu dramatiques comme ça, tu vois, un petit peu cinématographiques. On passe à la phase 2. Bref, ce genre d'examen peut prendre plus d'1 an. C'est ce qui a d'ailleurs poussé Nvidia à jeter l'éponge pour ARM, sans compter que si l'Europe se lance, les États-Unis seront pas en reste, et puis il y a d'autres pays qui pourraient se joindre à eux. Il faut dire qu'à 69 milliards de dollars quand même, c'est une acquisition qui avait peu de chances de passer sous les radars. Et il y a quand même des associations d'utilisateurs de VMware qui ont écrit à la Commission européenne leurs inquiétudes de se retrouver dans la situation des gens qui utilisent les outils de Symantec ou de CA Technologies, qui ont été rachetés par Broadcom et qui ont vu leurs tarifs significativement augmenter après le rachat. Je sais pas si, franchement, ce deal tombe sous le coup de l'antitrust, tu vois. Alors oui, les prix vont monter, ça c'est quasi sûr. Mais bon, après tout, VMware n'est pas la seule solution de virtualisation. Le fait qu'elle appartienne à Broadcom ne change pas son profil sur les parts de marché en composants. Et c'est justement pour ça que Broadcom rachète des boîtes software et pas des boîtes hardware. Donc bon, je sais pas. Je serais surpris que le deal se fasse pas à cause de
de pratiques anticoncurrentielles, mais bon, je sais pas, on verra bien. Peut-être que les régulateurs sont sur une bonne, un réflexe, tu vois. Il y a une tendance, et puis les rachats tech maintenant, bon, à chaque fois ils se plongent activement dedans. On va savoir. Est-ce que tu as prévu donc du coup de nous parler du métaprocesseur quelque part, le processeur universel, celui qui les contrôlerait tous? Mais oui, on va parler d'une puce un petit peu exotique qui peut-être sera la puce du futur, je ne sais pas. Ça s'appelle le Tachyon. Donc c'est Tachyon, la puce de Tachyon, elle a de grandes ambitions. Tachyon a de grandes ambitions puisqu'ils veulent développer un processeur universel qui sera plus rapide que tout le monde. Rien que ça. D'ailleurs, il s'appellera le Prodigy. Il faut savoir mettre la barre haut quand on a des projets dans la vie. Exactement. Leur processeur s'appellera le Prodigy. Ça sera un prodige en effet, s'il y arrive. Donc le but, c'est de créer une puce qui pourra être à la fois utilisée comme CPU, comme GPU ou comme TPU. Et comme ça fait quand même beaucoup de trucs en U, on peut rappeler ce qui les distingue et aussi ce qui les rapproche, si tu veux. Donc CPU, c'est pour donc Castor Processing Unit, je le rappelle, qui est une puce qui en général est polyvalente et qui est assez bonne en tout, mais excellente en rien. Voilà. Donc le CPU n'a pas de circuit spécialisé, il a peu de cœur, mais chacun doit savoir au mieux se débrouiller avec toutes sortes de programmes. Voilà. Des tas de spaghettis codés à 30 ans, au dernier code parallèle optimisé à VX512, voilà. Le tout en virtualisation, si vous voulez, avec des options de chiffrement, voilà, des enclaves blindées pour mettre tes clés privées dedans, etc. Bon. Donc ça, c'est le CPU, polyvalent. Les GPU, donc bon, évidemment Graphics Processing Unit, aujourd'hui, c'est quand même assez proche d'un CPU en fait. C'est aussi une puce multicœur avec son bus, sa mémoire, voilà, ses caches. Elle peut exécuter du code aussi compliqué qu'un CPU en fait. Blender fait des rendus photoréalistes en path tracing qui tournent exclusivement sur GPU. Donc ça vraiment, on voit qu'on peut exécuter toutes sortes de codes dessus. Et la différence, elle tient surtout dans l'architecture générale. Parce qu'on sait, quand on est en face d'une carte graphique, on sait ce qu'on va faire. On va faire du calcul 3D, on va calculer des pixel shaders, des vertex shaders. Donc ça, en gros, ça veut dire qu'on va agir massivement sur plein de pixels et plein de vecteurs et indépendants. Donc on crée une puce qui est donc pleine de petits cœurs, qui sont optimisés pour agir sur des vecteurs, en l'occurrence sur des vecteurs de 4 composantes 32 bits, parce que c'est pratique, voilà, ça, c'est la bonne précision, et 4 composantes, c'est parfait pour modéliser les transformations géométriques, c'est aussi parfait pour encoder les 4 couleurs, enfin les 3 couleurs plus l'alpha, etc. Donc les GPU, elles sont très bonnes à exécuter en parallèle des myriades de petits programmes qui sont assez simples, relativement, qui n'ont pas besoin de se parler entre eux, et c'est là qu'elles excellent. Donc c'est très schématique, et la manière dont la mémoire est gérée est aussi vraiment cruciale, bien sûr. Il doit y avoir des morceaux spéciaux pour le graphique, évidemment aussi, parce qu'à un moment, il faut envoyer des pixels quelque part, quoi. Mais bon, voilà. Les GPU sont donc très bonnes à ça et très mauvaises sur du code qui est pas ou peu parallélisé, évidemment. Et donc voilà, si on a des programmes complexes où il y a beaucoup de branchements, de sauts aussi, elles sont vraiment très mauvaises. Si les processus aiment communiquer entre eux, alors c'est la cata, etc. Donc après, il y a aussi les TPU. Donc les TPU, c'est Tensor Processing Unit. Les Tensor Processing Unit ressemblent pas mal aux GPU, mais ils sont optimisés pour les calculs fréquents qui sont en apprentissage machine, qui sont des calculs un petit peu particuliers. Premièrement, on n'a pas forcément besoin de très haute précision sur les calculs de machine learning. Donc les TPU, ils sont très forts sur des nombres qui ont 16 voire 8 bits, qui sont quand même en flottant. C'est quand même des nombres virgules, mais qui sont codés avec une faible précision parce que ça suffit. Et parfois même, c'est des formats un petit peu spéciaux, un petit peu modifiés, comme le bfloat. Le bfloat étant un format de nombre virgule qui est optimisé pour donner le maximum de précision à l'ordre de grandeur et pas vraiment à la mantis. C'est-à-dire pas vraiment au chiffre qui est après la virgule, c'est plutôt l'ordre de grandeur qui est intéressant. Donc, déjà, elle manipule des nombres comme ça. Et après, les réseaux de neurones, mathématiquement parlant, c'est des multiplications de matrices. Bon, et les matrices, donc, c'est des tenseurs, c'est un cas particulier de tenseur. Donc, en gros, voilà, tu fais des séries de multiplications et d'additions sur des tableaux de nombres, en gros, et les TPU sont prévus pour accélérer donc plutôt le calcul matriciel que le calcul vectoriel. Alors, évidemment, tout ça, on le fait avec un budget limité, il est bien défini. Donc en gros, à pognon donné et à contrainte industrielle donnée, on a donc un certain nombre de milliards de transistors qu'on peut utiliser, et il faut faire des choix. Parce qu'en général, tu ne peux pas être bon en tout. Au plus un CPU est complexe, au plus il pèse lourd sur la facture, et donc tu peux pas en mettre des kilos de cœurs CPU, tu vois. De même, au plus tu mets des cœurs, au plus il faut aussi une grosse mémoire avec une grosse bande passante, parce qu'il faut les nourrir, tous ces cœurs, sinon ils ont faim. À moins que tu mettes du cache, évidemment, mais le cache, ça revient super cher aussi.
C'est pour ça qu'il n'existe pas une seule puce pour les gouverner toutes, hein, parce que voilà, il faut faire des choix. Donc l'ambition de Tachyon, elle est vraiment très audacieuse. Alors comment il compte s'y prendre? Pour faire sa puce universelle, Tachyon, il compte en fait créer une puce qui soit à la fois massivement multicœur et matricielle. Donc si on regarde le haut du panier, c'est le Prodigy T6128, comme le CPC, pareil. Donc à la différence du CPC, par contre, il a 128 cœurs 64 bits qui ont chacun des registres de 2 fois 1024 bits et encore des registres, de 4096 bits pour coder des matrices. Et les 2 fois 1024 bits, c'est des vecteurs. Après, c'est des très 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 gros registres, mais après, tu les découpes comme tu veux. Tu les découpes, par exemple, en blocs de 16 bits ou de 32 bits ou de 64 bits, comme tu veux, et après, tu fais les calculs donc sur ces vecteurs-là. Et donc, toute cette débauche de calcul vectoriel, ça cadre pas mal avec un TPU, en fait, hein, ou un GPU, si on veut plus se concentrer sur des vecteurs, etc. Mais en plus de ça, chaque cœur est out of order, et peut exécuter au maximum 4 instructions par cycle. Ce qui, finalement, le rend crédible pour exécuter du code généraliste. Et le faire pas trop mal, tu vois. Le tout intègre en plus 16 contrôleurs DDR5, ça tourne à 5 GHz et c'est gravé en 5 nanomètres. Et pour couronner le tout, il exécute du code Intel, ARM et RISC-V. En plus de son propre langage, bien sûr. Putain, c'est bon, ça. Ça me rappelle vraiment ce que promettait Transmeta, d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui se souviennent, d'ailleurs, pour ceux qui savent comment Transmeta a fini, mais bon. Donc, la puce est grosse, hein, c'est une puce qui fait 6,4 par 8,4 cm et qui doit coûter une blinde monstrueuse, mais enfin il y a des déclinaisons plus petites aussi. Hein. Là j'ai prévu pour le plus gros. D'ailleurs, ce fer de lance, hein, il est censé offrir 90 teraflops en double précision, ce qui est absolument monstrueux. Une 3090 Ti, c'est 0,6 teraflops en FP64, donc c'est vraiment monstrueux. Et en faible précision, dans un scénario de deep learning, c'est carrément 12 pétaflops. 12 pétaflops, c'est 12 000 teraflops par puce. Donc j'ai peine à y croire, je dois dire. Mais bon, c'est juste immense. Il y a un loup, tu m'as bien éduqué, Guillaume, en matière de consommation. Alors déjà, le terme de consommation, ça doit consommer énormément, parce que 5 GHz, 5 nanomètres, ça doit consommer énormément, ça c'est sûr, et chauffer énormément. Mais surtout, le loup, c'est que tout ça, pour le moment, c'est la plaquette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proto, il n'y a pas de puce, ça n'existe pas. Pour l'instant, ils ont une démon FPGA qui boot Linux, et c'est tout. Et voilà, ils n'ont pas de proto proprement dit. Donc Tachyon promet vraiment beaucoup. Équipé de ces puces, et si on suppose que ces chiffres sont pas complètement délirants, on peut tabler sur des super ordinateurs à 128 hexaflops en deep learning. C'est de classe mondiale, évidemment, largement. Hein. Donc, Tachyon est quand même désormais membre de l'ET4 HPC, qui est une nation européenne de calcul haute performance, qui elle-même est membre de l'Euro HPC, et l'Euro HPC, c'est ce qui supervise les gros superordinateurs européens. Donc Tachyon est un prétendant, hein, peut-être un jour, à équiper les meilleures machines européennes et mondiales. En supposant qu'il soit pas vraiment très 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 optimiste sur la performance. Donc on a hâte de juger sur pièce, ça va prendre encore un petit moment, honnêtement, de fabriquer tout ça. Donc c'est intéressant à suivre, ça promet beaucoup. Pour l'instant, voilà, c'est juste du déclaratif, mais en tout cas c'est intéressant à voir, quoi. Voilà. Super chouette, intéressant. En plus, ça nous permet de remettre dans nos connaissances le panorama des CPU, GPU et TPU. Évidemment, je sais, c'est pas les Castor Processing Unit, mais il faut écouter les anciens épisodes de Tech Café pour savoir pourquoi Guillaume disait ça, évidemment. Avec leur petite noisette, là. C'est le futur, Guillaume, avec les versions GPU des RISC-V et la connectivité en PCI Express 7. Ouais, c'est une autre nouvelle qui, je pense, a son importance. C'est le premier GPU, donc voilà, puce graphique, RISC-V. Alors RISC-V, je rappelle, hein, c'est une architecture de processeur libre, ouverte, open source, hein, si on veut. Et j'en parle souvent parce qu'elle va sans doute devenir très importante dans un futur vraiment pas si lointain. C'est une concurrente de ARM d'abord, aussi éventuellement d'Intel, parce qu'elle ne coûte rien, et que, enfin, en tout cas, il n'y a pas de licence, ça coûte rien de l'utiliser, et qu'elle ne lie pas, surtout les utilisateurs, à des grosses boîtes américaines, et donc elle a un rôle à jouer dans la souveraineté technologique pour l'Europe, pour la Chine, pour la Russie aussi, en fait, pour tout le monde. Et en plus, c'est une architecture qui est modulable, qui est très modulable, qui est très, personnalisable, on peut l'utiliser un petit peu pour ce qu'on veut. Alors pour le moment, c'est le tout début, et il n'est pas question de l'utiliser sur du haut de gamme, hein, sauf que ça avance quand même assez vite. Donc la preuve, c'est que Think Silicon vient de présenter le premier accélérateur graphique en RISC-V. Dans ce contexte, on est en concurrence, on n'est pas en concurrence directe encore vis-à-vis d'AMD et d'NVIDIA, on est plus vis-à-vis d'ARM et de ces GPU Mali, tu vois, et encore des petits. Puisque le GPU en question, en fait, c'est une puce multicœur RISC-V à 16 unités,
Et en fait, chacune est un cœur assez normal, mais avec une unité vectorielle. Et le tout ayant en plus évidemment des supports des textures et un rasterizer pour envoyer les pixels bruts à l'écran. Donc, elle s'appelle NeoX, et en fait c'est une architecture qui est assez générale, hein, qui peut être aussi utilisée pour du calcul brut et du deep learning, hein, si tu veux, pourquoi pas, donc puisque ça gère le FP16, le FP32 et éventuellement le FP64. Donc il y a plusieurs variantes, hein, bien sûr, tout leur genre de registre, nombre de cœurs, tout ce que vous voulez. Alors la première de la puissance de ces premières puces, hein, évidemment, elle est loin d'être fascinante, hein, je vous l'avoue, puisque c'est maximum 400 gigaflops à 800 MHz. Ok, mais c'est un premier pas, et ça peut déjà être utile dans de l'embarqué à faible consommation, puisque la puce a une consommation de 8 mW, et les plus petits modèles, en fait, ont une surface ridicule qui peut être de 0,1 mm². Donc la cible, pour le moment, c'est plutôt les montres connectées, par exemple, ce genre de truc. Alors évidemment, hein, les ARC, les RTX, tout ça, sont pas de souci à faire pas de souci à se faire pour le moment, mais petit à petit, on voit que RISC-V étend son influence et que son adoption est assez rapide. Alors évidemment, tu l'as mentionné, c'est vrai. Je dois aussi parler de PCI Express 7, tu as raison. Donc oui, ça n'a rien à voir au passage, mais on peut aussi parler de PCI Express 7, dont les spécifications viennent juste d'être finalisées. Sa bande passante devrait doubler celle du PCI Express 6, qui elle-même doublait d'ailleurs celle du PCI Express 5, et donc on a atteint les 32 gigaoctets par seconde par ligne. Donc le PCI Express 6 d'ailleurs est sorti en début d'année, donc on devrait plutôt en fin d'année ou en début d'année prochaine commencer à voir arriver les trucs. Et la version 7 est prévue pour 2025, donc une adoption dans les machines pour 2026. On va continuer avec une course qui est en train de se dérouler sous nos yeux, celle qui aboutira à la construction des puces en 2 nanomètres, où Samsung est en train de se mettre sérieusement en compétition avec TSMC, Guillaume. Ouais, Biden est allé en Corée visiter les usines Samsung. Donc Samsung qui est un des 3 fabricants de puces mondiaux, un des 3 grands fabricants à faire du très haut de gamme avec Intel et TSMC. Et comme ce dernier c'est le seul à être en territoire chinois, l'importance des 2 autres est stratégiquement de plus en plus importante. Donc il se murmure, mais c'est encore une rumeur, que Samsung pourrait lancer la production en masse de puces sur ces nouvelles chaînes à 3 nanomètres. Donc ce qui veut dire que son N3 à lui arriverait avant celui de TSMC, qui est encore en phase de test pour cette génération. Donc c'est pas une certitude, d'autant que Samsung n'a pas, à notre connaissance, un carnet de commandes super rempli pour le 3 nanomètres, ce qui fait un petit peu douter de la rentabilité du lancement, s'il est trop précoce. Mais Samsung prévoit la génération suivante, donc le 2 nanomètres en 2025, soit 1 an avant TSMC, comme Intel. Donc en gros, tout le monde est en train de se faire la course, donc je vais chercher du popcorn. On continuera à vous relayer cette course de toute façon, mais en attendant, on va vous parler d'intelligence artificielle, mais on continue malgré tout à parler de processeurs de puces avec Cerebras, Guillaume, dont tu nous as déjà un petit peu parlé. Ouais, le Cerebras, c'est hyper impressionnant. Alors un peu moins que le Cerebro, hein, je vous l'assure, mais quand même. Non, mais j'en parle souvent du Cerebras parce que l'objet lui-même m'impressionne, quoi. Je pense qu'il y a de quoi remuer le cœur de tout geek normalement constitué. Que je rappelle que le Cerebras est un ordinateur qui possède une seule puce. C'est pas un cluster, hein, comme on a l'habitude de voir, c'est vraiment un gros PC, en fait, un énorme PC, qui n'a qu'un seul processeur, un processeur qui consomme 15 kW et qui a la taille d'une assiette. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors, je parle en général du Cerebras. L'image d'illustration, tu dis ça parce que notamment l'image d'illustration de l'article, hein, encore une fois, allez le visiter, mais c'est justement le gros morceau au milieu avec la fourchette et le couteau à côté pour se rendre compte de la taille, c'est génial. Et je parle du Cerebras en général, mais en fait, il y a 2 générations de Cerebras. Hein. J'avais parlé de la première génération, là, je parle en l'occurrence de la 2e génération. Il y a déjà 2 générations de ces puces qui sont absurdement grosses, et le Cerebras 2 intègre pas moins de 2600 milliards de transistors, avec 850 000 cœurs et 40 gigaoctets de mémoire cache. Oui, vous avez bien entendu, hein, 40 gigaoctets de mémoire cache. Alors les chiffres c'est bien beau, hein, mais comment saisir la puissance d'un tel monstre ? Eh bien, avec encore d'autres chiffres. Le Cerebras a réussi à entraîner un modèle de 20 milliards de paramètres tout seul, d'un seul tenant. Alors pour être précis, c'est même une version de GPT à 20 milliards de GPT-3 à 20 milliards de paramètres. Il y a un autre truc qui s'appelle GPT-J aussi. Alors, normalement, un tel modèle aurait dû être divisé sur des dizaines de GPU pour pouvoir être entraîné. Avec les complexités, les goulets d'étranglement que ça suppose. Là, il n'y a plus besoin. Tu l'envoies, ça cuit un petit moment, puis ça revient entraîné. Alors, le fait qu'on puisse se passer de diviser le travail, c'est très important en fait, parce que il faut pas croire que 2 fois plus de GPU, ça rend tout mécaniquement 2 fois plus rapide. Et d'ailleurs, au passage, c'est une règle générale, ça, hein, parce que aucune tâche n'est parallélisable à 100%. Il reste toujours une partie du traitement qui est sérielle, que tu dois faire, où tu dois faire les étapes les unes après les autres. Et cette partie va faire plafonner l'accélération qu'on a quand tu rajoutes des cœurs. Et ça, c'est formalisé par ce qu'on appelle la loi d'Amdahl. Si on a une tâche qui est à 90% parallélisable,
Ce qui est déjà pas mal, hein. L'accélération n'est proportionnelle que jusqu'à 32 cœurs à peu près, et ensuite, à partir de 128, on plafonne autour de 10 fois. Okay. Pour une tâche qui est parallélisable à 95%, l'accélération maximale théorique, c'est 20 fois. D'ailleurs, ça montre aussi qu'une bonne machine parallèle gagne à être aussi une bonne machine sérielle, parce que du coup, et d'ailleurs, ça rend la proposition de Tachyon d'autant plus idéale au passage. Donc voilà, ça c'est intéressant c'est intéressant à garder à l'esprit. Et pour revenir à Cerebras, paralléliser, c'est pas gratuit. Et en plus, diviser sur plusieurs machines, c'est encore pire, parce qu'il y a les temps de transit des données, il faut synchroniser tout ce bordel, ça rajoute encore des inefficacités, sans compter les redondances de consommation électrique. Tu vois. Donc, ok, GPT-3 complet, c'est 130 milliards, hein, donc si vous vous souvenez, donc c'est vrai qu'on n'en est pas là encore, hein, on n'est pas encore capable d'entraîner les plus gros modèles, mais déjà, même s'il faut plusieurs Cerebras, il en faut beaucoup moins que de TPU ou de GPU pour l'entraîner. Donc c'est assez intéressant. Puis de toute façon, la tendance, c'est pas forcément rajouter toujours plus de paramètres, hein. C'est peut-être une tendance qui est sur le point de s'infléchir en faveur de modèles qui sont un petit peu plus efficaces. Il y a des modèles qui sont aussi efficaces que GPT-3 et qui contiennent 2 fois moins de paramètres, par exemple. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Je me dis que même le nom fait grosse machine, Cerebras. Tu vois. Bon, surtout quand je le prononce comme ça. C'est un truc de film. Évidemment. Ils sont bons, les communicants, ceux qui créent les marques comme ça autour de ces produits-là. Ils arrivent bien à refléter le côté un peu costaud. Cerebras. Ça fait méchant dans des films de Marvel. Totalement. Un petit tour du côté de chez Disney, Guillaume. On reste dans le domaine de l'IA aussi avec Ruspeecher, une boîte ukrainienne qui est spécialisée dans le clonage de voix, qui fait en particulier pour le cinéma. Et il se murmure même que la technologie aurait été utilisée pour doubler intégralement 2 personnages de la série Obi-Wan Kenobi. Et je sais pas lesquels, donc désolé. Mais bon, Star Wars, ça devient un petit peu la routine pour Ruspeecher, puisqu'ils ont déjà fourni la voix rajeunie de Mark Hamill dans Le Mandalorian et le livre de Boba Fett. Et donc, petit à petit, on voit que le clonage de voix se démocratise à Hollywood, hein. On avait aussi parlé de la voix restaurée de Val Kilmer dans Top Gun, je sais pas si vous vous souvenez. C'était Sonantic, à l'époque, qui était à la manœuvre. Donc, attention, la voix n'est pas à 100% synthétique. Donc il faut pas croire que ça y est, les acteurs, c'est fini, hein. La voix n'est pas du tout 100% synthétique. En fait, il faut le voir comme un filtre Photoshop pour le son. Donc il y a un acteur qui joue le texte, et ensuite l'IA s'occupe de modifier le timbre pour que ça sonne comme un autre acteur indisponible, aphone ou mort, le cas échéant. Mais bon. Donc les acteurs de doublage donc restent nécessaires, il y a pas de souci. Donc pour le moment, voilà. En gros, il reste à cette année, jusqu'à ce qu'Alexa soit capable de reproduire la voix de Tom Cruise avec un extrait de 2 minutes de Cocktail. Bon, mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Ouais, chaque chose en son temps. Il faudra attendre longtemps, un an, voilà. Une nouvelle version de l'application Ikea, Guillaume, qui permet d'aller encore plus loin. Jusque là, on pouvait tranquillement aller déposer comme ça en réalité augmentée des meubles dans ton intérieur bien trop vide pour savoir quel meuble tu dois mettre. Et alors, désormais, ça va encore plus loin. On peut carrément effacer les meubles et en mettre d'autres à la place, forcément, Guillaume. Ben ouais, c'est une appli qui est marrante et qui est dopée en machine learning complètement. C'est Creative, un programme Ikea, qui permet tout simplement d'effacer les meubles moches pour mettre des meubles Ikea, donc beaux, scandinaves, et avec des noms impossibles à retenir. Donc, tu peux effacer d'autres trucs, hein, comme des plantes, par exemple. J'espère aussi ton chat et tes enfants. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est dispo sur iOS et en web. L'appli, elle est prévue pour Android aussi, dans un futur proche. C'est marrant parce que tu vois ressurgir Ikea assez régulièrement quand même, hein, dans le domaine de la réalité augmentée. Et d'ailleurs, ils font partie du Metaverse Forum, dont on a parlé juste avant. Donc c'est assez marrant. Pour l'instant, tu peux pas tourner autour de tes meubles, c'est juste de la photo. J'ai l'impression, mais peut-être que ça viendra justement, et voilà, peut-être qu'on aura vraiment un métaverse complètement Ikea où tu pourras vivre virtuellement dans un appartement témoin Ikea. C'est le rêve un petit peu, non? Quand tu vas chez Ikea, c'est fou, ça donne envie, hein. Oh oui, ça donne beaucoup envie, effectivement, absolument, de se languir comme ça dans ton intérieur. Il y a un truc de chez Ikea que tu avais dit il y a de ça quelques épisodes maintenant, Guillaume, qui m'avait beaucoup marqué, et je pense que, franchement, j'y pense à chaque fois que je vais chez Ikea, c'est-à-dire pas très souvent, mais quand même de temps en temps. C'était que les catalogues et les photos donc dans les catalogues de Ikea et sur le site web étaient des images qui étaient générées intégralement par ordinateur, qui n'étaient pas des photos. Ouais, c'est 90% des images de synthèse.
J'aurais adoré, à l'occasion, j'y repense maintenant, mais si t'as des sources là-dessus, c'est pas que je te crois pas, Guillaume, hein, mais ça fait un moment, des éléments qui permettent de mesurer ça. J'avais même vu sur l'article qu'en fait, ils utilisaient les grappes, enfin, ils utilisaient les ordinateurs des magasins qui n'étaient pas utilisés la nuit en grappe pour faire les rendus. Ouais. Bon, peut-être ça a changé depuis parce que ça fait quelques années quand même que j'avais vu ça, mais bon, je pourrais rechercher. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, j'ai une note des trucs qui me marquent. En fait, tout ce que j'apprends qui me marque, je le mets dans la note. Comme ça, en fin d'année, parfois, je repasse tout ce que j'ai appris dans l'année. Ça faisait partie d'une note, mais je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je creuse parce que vraiment, c'est bluffant, je trouve. Bon, bref, on va abandonner notre intelligence artificielle. On va aller un petit peu du côté de la Chine et en particulier de l'internet chinois. On sait, Guillaume, à quel point c'est difficile de sortir de l'internet chinois. Quand on est en Chine, c'est compliqué d'aller consulter l'externe. Ouais, mais enfin, il y a toujours plus de contrôle. Enfin, c'est assez incroyable d'ailleurs de voir les taux comme ça qui se resserrent. Les taux de la surveillance, sur l'information, alors même qu'on pensait que c'était déjà pas mal, que c'était déjà au taquet, ben non. On peut faire mieux. Mais oui. Et un article de Los Angeles Times relate l'histoire vraiment désabusée de chercheurs occidentaux qui étudient l'internet chinois et dont les emplois sont clairement menacés, on va le dire, parce que on imagine bien que c'est difficile de sortir du réseau chinois, de passer à travers le grand firewall, là, comme ça. Mais on se doute pas forcément que c'est aussi de plus en plus difficile d'y entrer. Et bon, pourtant, aller voir des sites chinois institutionnels, ou aller voir les réseaux sociaux chinois, c'est une source d'information stratégique pour les Occidentaux. Et les Chinois, ils ont bien conscience de ça. Et de plus en plus, l'accès aux informations, aux sites aussi, est restreint. Donc il y a des fichiers qui étaient en libre accès il y a 3 ans, qui disparaissent. Il y a des filtres qui commencent à filtrer les IP, ils demandent des identifications via des numéros de téléphone en Chine, demandent même des captchas en chinois. Des captchas qui peuvent être très difficiles à résoudre pour des non-natifs, parce que soit ça se base sur des dialectes locaux, soit déjà c'est pas évident d'écrire sans le bon clavier, c'est pas évident d'écrire des caractères chinois, quoi. Donc, de plus en plus, la Chine devient une boîte noire, dont on ne sort que ce qui est passé au crible du parti. D'ailleurs, dernièrement, des commentaires sexistes et nationalistes sur les réseaux sociaux avaient offert une image assez peu flatteuse de la Chine à l'extérieur, de même d'ailleurs que les réactions à la gestion de la dernière vague de Covid. Donc la solution du parti, elle est double. D'une part, empêcher les Occidentaux de venir fourrer leur nez sur le réseau chinois, et aussi de forcer les plateformes à modérer les commentaires avant même qu'ils ne soient publiés. Et alors sur Weibo, le Twitter local, ou autre, les Chinois s'expriment apparemment un peu trop librement, et ces derniers mois surtout. Donc maintenant, écoute, ça va bien, Weibo, et probablement bientôt tout le monde, va avoir à charge de ne rien laisser passer qui ne soit pas convenable. Convenable pour le parti, bien entendu. Donc ils ont voté une loi, un peu vite peut-être d'ailleurs, parce que imagine ce que ça représente techniquement pour les plateformes, ce genre de truc. Imagine le nombre de commentaires par jour qui sont postés en Chine, ou juste le nombre de messages sur Weibo. Donc comment ils vont faire ça? Combien ça va coûter? Bon, je sais pas, c'est absolument incroyable, mais bon, donc voilà, apparemment, ça y est, c'est une loi qui va passer, il va falloir donc filtrer les commentaires. Ça va être difficile, évidemment, il va y avoir énormément d'algorithmes qui vont le faire. Ça va coûter quand même extrêmement cher. Donc, à quel prix tout ça? Et je parle pas de la réaction des Chinois qui pourraient quand même peut-être finir par trouver ça un peu exagéré, mais enfin bon, apparemment ça tout le monde s'en fout. Ouais, je sais pas. C'est un modèle qui a fait ses preuves maintenant depuis les années qu'on a vu ce système installé. J'ai pas l'impression qu'il y a matière à le remettre profondément en question. Écoute, très bien. On va terminer cet épisode week-end avec des fins et des débuts, et même l'inverse, avec la presque première voiture solaire commerciale. Guillaume, c'est vrai que quand on voit des voitures électriques, on se dit, enfin, il suffit de mettre des panneaux solaires dessus, comme ça, plus besoin de la recharger. Peut-être un peu moins quand même. Moi, surtout que ça se fait depuis très très longtemps, quoi. Les voitures solaires, c'est vrai que c'est quand même du déjà vu. Il y a 10 ans déjà, souviens-toi, il y avait la Power of One, qui parcourait 15 000 km en 140 jours. Ah ouais, avec jusqu'à 500 km par jour, dans des conditions idéales, évidemment, donc avec le cagnard. Alors, du coup, pourquoi avec le réchauffement climatique, c'est un truc d'avenir. Mais complètement, en plus, avec les sécheresses et tout partout, c'est formidable. Donc, pourquoi on n'a pas de voiture solaire aujourd'hui? Déjà, il suffit de regarder la tronche qu'a la Power One. Je veux dire, la Power One, c'est une voiture monoplace, toute petite, qui est ultra légère, ultra aérodynamique, ce qui lui donne une allure très chelou, et probablement un confort intérieur très modéré. Bon, est-ce que ça va changer cette année? Eh bien, non. Mais il y a quand même une nouvelle tentative, une proposition, on va dire, celle de Lightyear, qui va pondre une voiture qui va s'appeler la Lightyear Zero. Et le zéro veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ça existe, mais c'est pas la première. C'est vraiment le proto, quoi. On est vraiment dans sa version 0. Donc, c'est une voiture électrique qui est tapissée de capteurs solaires et qui coûte 250 000 €.
Donc inutile de vous dire que la proposition, elle n'est pas pour moi, hein, elle ne s'adresse pas du tout à moi. Si vous vous sentez concerné, d'ailleurs, je pensais à notre Patreon, d'avance, grand merci. Bon, pour ce prix, néanmoins, la Lightyear n'est pas une voiture solaire comme la Power of One. Voilà. D'ailleurs, déjà, le solaire ne vient qu'en appoint. Donc, pour être précis, le solaire apporte 70 km par jour d'autonomie supplémentaire. C'est déjà très bien, franchement. Bon, oui. Ça peut suffire à certains pour le quotidien, mais c'est quand même un peu juste. Au moins, la Lightyear ressemble à une voiture. C'est ça qui est Lightyear, c'est une vraie voiture. Tu vois, c'est pas du tout un truc bizarre. C'est un truc qui ressemble énormément, voilà, une voiture avec un vrai volant, une vraie portière. C'est multiplace, hein, et pas monoplace. Donc assez sexy au passage. Tout à fait. Bah, elle peut. Si on n'est pas au courant, on remarque d'ailleurs pas forcément que c'est une voiture solaire particulièrement, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même presque une prouesse. Parce que même si l'apport du solaire paraît assez modeste, c'est quand même pas du tout évident à obtenir. Les voitures, en général, c'est quand même des trucs assez lourds, ça perd de l'énergie beaucoup dans les roulements, un petit peu partout. Bon, pour atteindre 70 km par jour d'autonomie, il a fallu quand même concevoir la voiture avec l'intention de la rendre solaire dès le départ, tu vois, avec cette intention-là dès le départ. Donc la carrosserie, elle est en fibre de carbone. Les moteurs sont tout petits, ultra légers et intégrés aux roues. L'aérodynamisme est quand même très poussé, malgré tout. Et d'ailleurs, il y a au point qu'il n'y a pas de rétroviseur. Pour avoir un meilleur profil, il n'y a carrément pas de rétroviseur, c'est remplacé par des caméras. Bon, le prix reste démesuré, hein, même si on compte qu'il y a quand même 5 mètres carrés de panneaux solaires dernier cri qui tapissent la voiture. C'est clair que 250 000 balles, c'est pas le prix d'une voiture standard. Donc on est plus dans le concept car que tu peux acheter, si tu as les moyens. Et d'ailleurs, il y aura moins de 1000 voitures produites. Donc c'est une sorte de proto qui dit pas son nom. La vraie tentative sera la Lightyear 2, donc je sais pas où est la Lightyear 1, désolé, qui devrait arriver en 2024 ou 2025. Et qui sera plus abordable, donc le prix voulu, ce serait 30 000 €. Ah oui, c'est nettement plus abordable. Voilà, c'est cher, mais nettement plus abordable. Reste à voir d'ici là si donc il est possible de proposer la même chose à quelque chose comme 10 fois moins cher, hein, quand même. Donc le raid de la voiture solaire, il n'est pas encore arrivé, mais il est en route, hein, et il arrivera peut-être d'ici 3 ans, s'il ne se retrouve pas dans un fossé d'ici là. Ah, et c'est top, c'est hyper enthousiasmant, c'est fou de se dire que ça va peut-être progresser à ce niveau-là, parce que bon, ça c'est une proposition, j'imagine que les constructeurs sont aussi sur le sujet, globalement. 77 km, c'est vraiment dans des conditions idéales, c'est-à-dire quand il y a du soleil tout le temps. Après, il faut savoir aussi que si vous habitez dans des régions de France qui sont un petit peu moins bien, un petit peu moins... un petit peu moins ensoleillé, j'en connais des régions comme ça, et ben là ça s'est divisé par 2 facilement. Mais soulignons quand même, dans des conditions idéales, 70 km, ça le fait bien. Très bien, ça va avancer, ça va progresser, c'est un avenir qui se dessine devant nous, c'est cool. Par contre, ce qui n'est pas un avenir, et ce qui est plutôt du passé, mais malgré tout, c'est quand même assez remarquable de le constater, c'est le voyage de, justement, voyageurs qui se retrouvent vraiment, forcément, toujours plus loin et surtout qui se rapprochent de la fin, Guillaume. Ben oui, on termine avec des petites news espace, voilà, avec une fin prochaine et un début tout aussi prochain, on va voir ça, mais la fin, c'est celle des sondes Voyager 1 et 2, donc des sondes jumelles, qui ont été lancées en 77 et qui fonctionnent toujours, 44 ans après, ce qui excède à peu près de 10 fois ce qu'espéraient les astronomes. Donc voilà, c'est des trucs robustes, hein, les Voyager. Tout est câblé. C'est quoi les processeurs qu'il y a dessus je sais même pas s'il y a des processeurs. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il y a des processeurs ou si c'est vraiment des circuits, tu sais, vraiment... 77, bon, je vérifierai, c'est une bonne question, tiens, s'il y a un vrai processeur dedans ou pas. En tout cas, c'est des trucs qui sont globalement de l'électronique câblée, voilà, des trucs assez robustes, on n'en fait plus, quoi, des comme ça, hein. Et donc, les bien nommés Voyager se baladent dans l'espace profond, après avoir croisé un petit peu toutes les planètes, hein, Voyager 1 et 2. Alors, Voyager 1, par exemple, pour donner une idée, il est à 22 heures-lumière de la Terre, et Voyager 1, il est à Voyager 2, pardon, il est à 18 heures-lumière. Peut-être que j'ai inversé les deux. Bon, bref, en tous les cas, ils sont vachement loin, puisque ça veut dire qu'à la vitesse de la lumière, il faut quand même plus de 20 heures pour aller les choper. Donc c'est quand même vraiment très très loin. Le programme Voyager, c'est un des plus beaux succès de la NASA quand même, puisqu'ils ont profité d'une conjonction des planètes du système solaire qui permettait aux sondes de survoler plusieurs gros machins sans presque faire de manœuvre, et donc de dépenser de carburant. Donc les voyageurs ont énormément appris quand même sur les grosses planètes gazeuses, qui étaient quasi inexplorées d'ailleurs à leur époque, et oui, sur leur lune aussi. Puis de toute façon, comme elles marchaient toujours après avoir vu Uranus et Neptune et compagnie, écoute, pourquoi pas, ils ont continué à les envoyer, ils ont continué à envoyer des données, donc on les envoyait dans l'espace plus profond, aux confins du système solaire, et ils y sont encore. Voyager 1 a quitté l'influence magnétique du Soleil en 2018. Bon, après le système solaire, c'est considéré comme étant vraiment très grand, donc elles en ont encore pour des siècles. Alors, quel est le problème ?
Le problème, c'est que comme sur les portables, les batteries ça s'use et les sondes tournent avec une sorte de pile atomique au plutonium qui marche encore, hein, mais les batteries perdent quelques watts de capacité chaque année. Et donc il va falloir débrancher progressivement les instruments, donc il y en a 4 sur Voyager 1 et 5 sur Voyager 2. Donc normalement, en 2030, Voyager sera complètement éteinte, Voyager 2 sera complètement éteinte. Donc elle continuera toute seule, hein, pendant sans doute des milliers d'années à voyager, mais on n'aura plus aucune nouvelle. C'est triste, je sais. Mais comme dans tout bon film hollywoodien, quand il y a un départ, il y a aussi une naissance, c'est le cycle de la vie, tout ça. Et donc la naissance, c'est celle de l'ELT, l'Extremely Large Telescope, qui, fort logiquement, est le successeur du VLT, qui est le Very Large Telescope. Donc toujours au Chili. De nom au bout d'un moment. Je serais curieux effectivement de voir le nom du prochain, ça sera assez rigolo. Mais bon, toujours au Chili, hein, évidemment, comme le VLT, toujours dans le désert de l'Atacama, qui est un coin plutôt peinard et bien ensoleillé. Donc le LT va déployer son miroir de 39 mètres en 2027. Et comme pour le James Webb, d'ailleurs, c'est un miroir géant qui sera en fait un ensemble de miroirs hexagonaux. Bon, il y en aura beaucoup plus, hein, il y en a 798 pour être précis. Sa taille gargantuesque lui permettra d'être 15 fois plus précis qu'Hubble. Alors le prix, évidemment, il est à la hauteur, c'est quand même 1,3 milliard d'euros. Mais il devrait pouvoir étudier l'atmosphère des exoplanètes et l'expansion de l'univers à ce prix. Bon, pour ceux qui se diraient, on a quand même déjà le James Webb qui a coûté une blinde, donc ça fait un peu redondant, eh bien pas du tout, parce que le James Webb va scruter l'univers principalement dans l'infrarouge. C'est une gamme de fréquences qui est difficile à gérer sur Terre, où tout est chaud et donc où tout rayonne dans l'infrarouge. Être dans l'espace profond, du coup, c'est idéal, il est bien tranquille. Le LT, lui, c'est un télescope qui est principalement optique, donc en fait, il voit comme nous, hein, globalement. Donc les deux instruments sont donc complémentaires, et au-delà du fait que c'est quand même plus bien d'avoir plusieurs appareils en général, au cas où, quoi. Donc le télescope est fini à 40% en fait, la construction a débuté en 2017, donc c'est pas vraiment le début, mais Voyager c'est pas vraiment la fin non plus, mais du coup ça me permet juste de parler un petit peu d'espace, voilà, c'est ça le vrai luxe. Et je regardais, pendant que tu nous parlais de tout ça, je regardais ce qui constituait les sondes Voyager 1 et 2, et a priori il y a sur les sondes Voyager 3 ordinateurs qui sont redondants, et qui ont des fonctionnalités différentes, et a priori, si je creuse un petit peu, le processeur reprend comme base celui du CSS, donc le Command and Control Subsystem, qui est un des ordinateurs, et ajoute des composants TTL un peu plus élaborés, capables d'opérations en parallèle sur 4 bits. En conséquence, déplacer un mot de 18 bits ne prend que 5 cycles contre 18 pour un calculateur série. Voilà, mais j'imagine qu'on aura matière à se redocumenter sur ce sujet à l'avenir. Merci beaucoup Guillaume pour ta veille complète, pour un épisode de Tech Café hebdomadaire, pour un épisode complet de Supplément Week-end. J'espère franchement que vous avez passé un bon moment. J'espère que toutes ces infos vont contribuer à approfondir, à élargir votre culture de la tech et votre veille que vous faites peut-être à titre individuel ou même à titre professionnel. Et on espère en plus que ça s'est passé dans des conditions agréables, que vous avez passé un bon moment, que vous avez même souri, on peut l'espérer par moment. En tout cas, c'était un plaisir une fois de plus d'avoir un épisode en votre compagnie. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais vous en êtes convaincu de l'intérêt de Tech Café, évidemment, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour envisager de nous soutenir, et peut-être même rendez-vous là où on peut retrouver sur internet Guillaume Poggiaspala, à savoir... Ah bah non, mais moi je suis dans mon stallon en train de mettre des skloufstas partout. Ah d'accord, ok, bon pardon. C'est vrai que les skloufstas c'est bien, mais par contre, est-ce que t'en as pas trop mis parce qu'au bout d'un moment ça va être un peu chargé chez toi. Au moins 4 autour de la table. Effectivement, c'est important. Merci Guillaume pour ta revue. On reparlera d'IKEA, promis, à l'avenir. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.